C'est l'histoire d'un tableau de 50 cm de haut et de 46 cm de large qui raconte la naissance de notre mondialisation. C'est l'histoire d'un monde où pour la première fois existe un lien entre toutes les choses produites et consommées par les hommes. C'est une histoire de l'art où la peinture ouvre vers des images jusque-là inconnues. C'est l'histoire d'un détail dans un tableau de 1657 d'un peintre qui n'avait jamais quitté son pays. À l'automne 1911, Henry Clay Frick, un riche industriel new-yorkais ayant fait fortune dans l'acier et la houille, enrichit sa collection particulière avec un tableau en apparence des plus classiques. Un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art dans lequel un homme converse de dos avec une jeune femme séduisante attablée devant lui. L'officier et la jeune fille riant a été peint par Johannes Vermeer en 1657. Étrangement exposé entre deux couloirs, il est l'une des attractions de l'ancienne maison d'Henry Clay Frick. Il y a pourtant dans ce tableau un élément qui perturbe immédiatement la composition, un détail dont le sens véritable n'aurait jamais échappé aux contemporains du peintre, l'immense chapeau que porte l'officier. Cette histoire est la succession des inventions, des découvertes, des rencontres, des drames et même des crimes qui ont permis de poser ce chapeau trop grand sur la tête de l'officier. Cette histoire commence dans une petite ville du sud des Pays-Bas appelée Delft. La vie est paisible et en apparence, il ne s'y passe, comme aujourd'hui, strictement rien. C'est ici qu'est né, a vécu et a peint toute sa vie le peintre Johannes Vermeer, entre 1632 et 1675, très précisément. À Delft, le seul événement marquant semble être la lumière. À 2 reprises seulement, Vermeer a peint sa ville, la seule qu'il aura connue, son seul monde. Johannes Vermeer était d'ailleurs pour ses contemporains un peintre plutôt bizarre. Il peignait chez lui très lentement, parfois pendant plus d'1 an pour une seule toile. Des petits tableaux qui semblaient ne parler de rien de vraiment important. Au point où le peintre, après sa mort, tomba dans l'oubli, avant que la trentaine de toiles qu'il reste de lui ne suscite à nouveau une fascination populaire. Mais les tableaux de Vermeer sont en réalité bien plus complexes que ne le laisse supposer leur apparence paisible. Dans le monde de Vermeer, les femmes et les hommes paraissent littéralement absorbés dans la lumière et des pensées qu'il faut deviner. Que voulait bien nous dire Vermeer avec l'officier et la jeune fille riant? À Delft même, la vie du peintre ne nous permettra pas de répondre à cette question, car il ne reste de lui ni maison, ni atelier, ni tombeau, ni écrit. Peut-être pourrait-il s'agir de lui ici à gauche, dans l'une de ses premières toiles, une surprenante scène de bordel. Ou alors ici, de dos invisible, comme pour cultiver encore plus son mystère. Mais cela n'a au fond aucune importance, car Vermeer nous parle en réalité d'autre chose que de lui.
Il nous parle du vaste monde qui fascinait ses contemporains. D'une époque où des milliers d'objets qui avaient fait le tour de la Terre arrivaient pour la première fois à Delft et prenaient place dans l'intérieur des maisons de ses habitants. Il nous parle peut-être mieux que n'importe quel historien d'une époque et d'une économie dont nous sommes les héritiers directs. Il suffit pour s'en convaincre de se mettre à la place d'un contemporain du peintre et d'imaginer à quoi il pouvait penser devant l'un de ses tableaux. Ainsi, en 1657 à Delft, un habitant n'aurait jamais admiré la femme ou encore le rendu incroyablement poétique de la lumière, mais le chapeau. Car il savait, lui, ce qu'il avait fallu faire à l'époque pour le fabriquer. C'est un très grand chapeau, de grande taille et haut. Comment est-ce qu'ils ont réussi à le fabriquer? Comment est-ce qu'on le fabrique si grand? Et je me suis dit, comment est-ce que moi je pourrais le fabriquer? J'étais curieux. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? En 1657, la plupart des Néerlandais portent des chapeaux en public, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'époque de Vermeer, la République des Pays-Bas est en paix. Les soldats désœuvrés vont alors investir une grande partie de leurs soldes dans l'achat de chapeaux de plus en plus sophistiqués. Il y a 100 ans ou 300 ans, on pouvait acheter un chapeau fait en feutre. Cela pouvait être du feutre de lapin ou du feutre de castor. Pour les gens qui n'avaient pas tellement d'argent, ils achetaient un chapeau en feutre de lapin ou en tissu. Mais les gens qui avaient beaucoup d'argent le faisaient faire en feutre de castor, parce que cela faisait plus luxueux et aussi parce qu'il se maintenait mieux dans le temps. C'est un matériau vraiment très solide. Et il fallait dépenser beaucoup d'argent pour acheter un chapeau fait en feutre de castor. Cela coûte plus cher à faire, mais le matériau est à la fois plus solide, plus cher et plus luxueux. Un tel chapeau valait entre 30 et 40 florins, l'équivalent du prix auquel Vermeer vendait une de ses toiles pour nourrir sa femme et ses 7 enfants. Si ce chapeau valait une fortune, c'est qu'il y avait un problème dans la chaîne d'approvisionnement. En Europe, il n'y avait tout simplement plus de castor pour fournir le feutre nécessaire à sa fabrication. Le castor est un mammifère de la famille des Castoridae, vivant principalement autour des lacs et des rivières. Il pèse en moyenne 25 kg et mesure de la tête à la queue plus d'1,30 m. Son sous-poil est parfaitement résistant à l'eau, ce qui en fait la matière idéale pour la fourrure. Grâce à ses incisives particulièrement développées, taillées en biseau et de couleur orange, le castor est le seul mammifère capable de couper du bois. Le castor construit des huttes dans lesquelles il stocke sa nourriture. Comme les manchots ou les hippocampes, le castor est un animal principalement monogame. À partir du Moyen-Âge, les humains qui, comme les castors, peuvent construire des barrages et stocker de la nourriture, chassent pour sa viande de manière intensive le castor, qui, lui, est végétarien. Pour sa viande, mais surtout pour ses testicules, sécrétant une substance appelée castoreum. Afin de se séduire, les humains utilisent dès l'Antiquité le castoreum comme parfum.
Le castoreum fait partie des 6 matières animales utilisées en parfumerie, avec notamment la cire d'abeille ou le musc. La légende raconte que pour éviter de se faire tuer, il arrivait que le castor se mutile lui-même ses propres testicules pour les jeter aux chasseurs. À la fin du Moyen-Âge, les humains découvrent qu'ils peuvent aussi utiliser le castor non seulement pour ses testicules pour le parfum, mais aussi pour son poil afin de fabriquer des chapeaux. À force de piégeage, l'ensemble des castors fut anéanti en Europe dès la fin du XVIe siècle. La disparition des castors est très vraisemblablement la première extinction de masse d'une espèce animale en Europe, en lien avec une activité économique. L'extermination des castors prouvait une chose. L'économie des Pays-Bas était de plus en plus florissante, au point que les immenses bouleversements historiques en cours modifièrent radicalement la manière de peindre. En ce début du XVIIe siècle, des villes comme Delft étaient devenues une terre d'accueil pour tous ceux qui fuyaient la domination des royaumes catholiques. Pour se démarquer de leurs ennemis, les autorités de la jeune République hollandaise, convertie massivement au protestantisme, interdirent alors les peintures religieuses dans les églises réformées. Les bourgeois enrichis venaient se promener en famille et écoutaient les sermons qui prônaient le dépouillement et la vanité du monde terrestre. Les peintres néerlandais s'adaptèrent à cette situation et proposèrent à leur clientèle un nouveau genre de peinture qui ne parlerait ni de la Bible, ni des princes, mais de quelque chose qu'ils imaginaient les intéresser au plus haut point, leur vie quotidienne. Et dans cette vie quotidienne, ce qui les intéressait plus que tout était l'apparence que leur donnaient leurs vêtements et le prix que ceux-ci pouvaient bien coûter. C'est ainsi que l'offre de castors devenant de plus en plus rare et la demande augmentant, les prix des chapeaux, comme celui que porte l'officier, s'envolèrent. S'il n'y avait plus de castors en Europe, où alors trouver à un prix convenable du poil pour continuer à vendre des chapeaux de feutre? Dans l'esprit des citoyens néerlandais, il n'existait qu'un endroit sur Terre où trouver une telle richesse. Il n'apparaît pas directement dans le tableau, mais c'est probablement à lui que devait penser un contemporain du peintre en voyant cette lumière mystérieuse. Un monde rêvé, appelé le royaume du Grand Cham, ou Cathay, autrement dit, la Chine, source de toutes les convoitises. Depuis les récits des voyages de Marco Polo au XIVe siècle, la Chine est la grande obsession qui parcourt l'esprit commercial des Européens. Un endroit capable de produire en quantité prodigieuse des objets destinés au marché mondial et qui venait désormais remplir les cargaisons des navires et les intérieurs des maisons néerlandaises. Lennox is exceptionally translucent, the mark of fine china. Hold a plate to the light and you will note that the silhouette of your hand is easily seen. There is never any compromise in Lennox quality. No seconds are ever sold. In a set, one piece of Lennox china is as perfect as the next. Elegant, yet amazingly strong, a Lennox plate easily withstands a person's weight on it without the slightest. Toutes ces richesses venues d'Asie commençaient en ce début du XVIIe siècle à s'accumuler peu à peu dans la capitale des Pays-Bas, Amsterdam. Il existe un fantastique document d'époque symbolisant cette obsession de richesse.
Une gigantesque fresque, gravée sur plusieurs mètres, un dessin d'une technicité inimaginable. Au centre, la ville d'Amsterdam, représentée sous les traits d'une femme, tenant dans sa main un des nombreux navires pleins des nouvelles richesses du monde. À sa droite, des marchands venus des terres intérieures fournir le produit de leur travail. À sa gauche, tous ceux venus de l'Orient, chargés de matières premières et d'épices. Des épices qui devenaient si précieuses à Amsterdam qu'elles finissaient même parfois par servir de monnaie d'échange. Nous avons d'ailleurs gardé le souvenir de ce temps lorsque nous affirmons « payer en espèces », une déformation ancienne de l'expression « payer en épices ». Vermeer vivait dans un monde où 20 grammes de gingembre valaient un mouton. Since the historic voyage of Columbus, the science of map-making has played a leading role in the birth and development of America. More power to those... Pourtant, les Néerlandais du temps de Vermeer faisaient face à un obstacle inattendu. Au XVe siècle, la seule route connue qui passait par l'Arabie se ferme brutalement à l'arrivée de l'Empire ottoman. Impossible d'accéder à la Chine sans avoir à payer de lourdes taxes. S'engage alors une frénésie de découvertes et de voyages des Européens. Un siècle après Christophe Colomb, des dizaines d'explorateurs partent à la recherche d'un mystérieux passage vers la Chine. Et dans cette quête, les Néerlandais finirent les premiers par trouver, grâce à leurs cartes, de la fourrure de castor, à un endroit complètement inattendu. Bien, nous devons chercher un peu pour trouver la carte. C'est un atlas de Peter Goos, l'atlas de la mer. Une carte maritime n'est pas comme n'importe quelle carte, un document neutre. Elle sert aussi à un but spécifique. Dans ce cas, il s'agit de trouver une voie, de stimuler le commerce. Elle offre une image de la mer, de l'eau et de ce qui est possible. Il s'agit aussi de pouvoir maîtriser le commerce et le trafic maritime. Les cartes sont des œuvres d'art miniatures qui rendent compte de manière symbolique du pays et de la région. Dans L'Officier et la jeune fille riant, Vermeer témoigne de la fascination qu'exerçaient à l'époque les cartes, en plaçant en arrière-plan un modèle très surprenant. Le peintre devait probablement posséder chez lui cette carte puisqu'elle apparaît identique mais colorisée différemment dans deux autres de ses toiles. Pour peindre cette merveille, Vermeer s'est inspiré d'une carte réelle dessinée par un certain Balthasar Floritz van Berkenrode en 1620, un modèle dont il ne reste aujourd'hui qu'un seul exemplaire. La plupart d'entre nous sommes incapables de comprendre ce que cette carte représente. Mais pour les contemporains du peintre, la réponse était évidente. Il s'agit ni plus ni moins de leur pays, tel qu'ils avaient l'habitude de le voir, orienté est-ouest et non nord-sud comme aujourd'hui. Mais en revanche, les contemporains de Vermeer auraient été troublés par un élément, lui, plus inhabituel. Car c'est la terre, et non la mer, qui est ici pour une fois représentée en bleu. Qu'a voulu dire Vermeer par cette inversion radicale? Un simple effet de contraste pour assurer l'équilibre du tableau en écho à celui saisissant du noir du chapeau du soldat et du voile blanc de la femme. Ou alors, peut-être plus sûrement, que les nouvelles terres à conquérir, les nouvelles richesses à obtenir passeraient par la mer. Cette carte maritime a été faite pour des marins afin qu'ils puissent atteindre cette région pour stimuler le commerce. On peut donc en déduire que des produits commercialisés dans le monde entier arrivaient en Europe. Et donc oui, cette carte est un exemple de la mondialisation du commerce.
Les cartes de cette époque étaient de bons exemples de cette période prodigieuse de découvertes et d'inventions, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Une période très courte, entre 1620 et 1675, que les Néerlandais eux-mêmes ont appelé le siècle d'or. Dans cette période, microscopes et télescopes se perfectionnent au point où des choses nouvelles jamais vues apparaissent aux yeux des Néerlandais. Precision. 3 ans avant l'officier et la jeune fille riant, le génial astronome néerlandais Huygens observe pour la première fois dans l'histoire les anneaux de Saturne. Les peintres curieux utilisent ces lentilles pour regarder le monde et le représenter d'une manière radicalement neuve. Par exemple, à Delft, le peintre Carol Fabricius invente le grand angle. Vermeer, lui, se passionne pour les images qui se reflètent dans les sphères, comme des mondes miniatures explorés, dans lesquels chaque jour arrivent des produits nouveaux. Whether the end product is a telephone, cable, or an entire electronic central office, a Western Electric plant is not the place to look for yesterday. Yesterday. We used to call it tomorrow, remember? En 1602, pour leurs opérations commerciales en Orient, et entre autres s'approvisionner en feutre de castor, les Néerlandais vont révolutionner l'histoire de l'économie. Cet hiver-là, la République des Pays-Bas demande en effet à ses marchands d'investir directement dans une société unique qui sera baptisée la Compagnie des Indes orientales, soit en néerlandais Verenigde Oost-Indische Compagnie, rapidement connue sous ses initiales de VOC. Plus de 1000 citoyens ordinaires vont investir leur argent dans la VOC pour un montant astronomique de plus de 6 500 000 florins. Les investisseurs recevront, au retour des expéditions, un pourcentage des bénéfices équivalent au pourcentage de leur investissement de départ. C'est ce qu'on appelle un dividende. Yes, I see. Well, suppose we did this. Suppose a group of merchants, including myself, subscribe a sum of money, say 6,000 or 7,000 pounds, form a joint stock company between merchants and colonists to settle here, providing that each share in the company be of £10 value, the agreement to run... Mr. Weston, if you would, a little slower, please. Oh, yes, of course. Well, simply put, it comes to this. We finance your pilgrimage. Pour prouver leur investissement dans la VOC, les Néerlandais reçoivent le 20 mars 1602 un papier. C'est ainsi que naît la première action du monde. Ce qui est unique avec la VOC, c'est que c'est une société à responsabilité limitée. Ce qui veut dire que les actionnaires ne sont pas personnellement responsables pour la société. Et ce qui veut dire aussi que les pertes que la société pourrait faire, en fait, les investisseurs ne sont pas directement responsables de ces pertes. C'est un concept très important parce que cela permet à la société de prendre beaucoup plus de risques. Et si vous prenez plus de risques, alors vous aurez plus de bénéfices. Pour fournir plus de dividendes à ses actionnaires, la VOC envoie à la fin de l'été 1609 un capitaine anglais, un certain Henry Hudson, essayer de trouver quelque part en Amérique un passage vers la Chine. Comme toute bonne multinationale, la VOC sait recruter les meilleurs cadres. Un voyage qui changera à jamais le cours de l'histoire.
En 1609, Hudson a remonté la rivière à partir d'ici, a été le premier Européen à voir Manhattan, et puis a poursuivi la remontée de la rivière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer. Il est revenu, il est allé en Angleterre, mais l'équipage néerlandais a raconté la beauté et la fertilité de la région, et aussi qu'il y avait tout intérêt à s'y établir. Et puis plus tard, en 1614, des Néerlandais sont venus faire du commerce ici, et puis encore plus tard, dans les années 1620, ils ont, après la fondation de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, construit un fort, notamment ici, à la pointe de Manhattan. Ils l'ont appelé Nouvelle-Amsterdam. Le produit le plus important de la région était des peaux et des peaux de castor qui pendent ici autour du titre de la carte, que l'on appelle le cartouche. Là, toutes ces peaux de castor pendent autour du cartouche, qui symbolise aussi la région. Et ici, on voit aussi les armoiries de la Nouvelle-Amsterdam. Voici comment fut découverte et fondée New York. Au départ, une simple île à l'embouchure de deux rivières regorgeant naturellement de castors. Un lieu que les cartes désignent sous le nom de l'île des Manates ou Manatus, du nom des habitants locaux. Une île qui deviendra Manhattan. Au moment où Vermeer peint sa toile, il ne s'agit encore que d'un petit port de commerce de fourrure que les Néerlandais appellent la Nouvelle-Amsterdam. Des fourrures qu'ils commencent à exporter vers leur capitale pour répondre à la demande de fabrication de chapeaux. À Amsterdam, les investisseurs de la VOC vont profiter de cette manne inattendue pour améliorer considérablement leur invention économique. Car si la plupart des investisseurs étaient heureux de recevoir de larges dividendes de la VOC, certains, il y a toujours des pessimistes dans un groupe, décidèrent de revendre à d'autres leurs actions comme cela leur était permis par la charte de la compagnie. Des pessimistes ou simplement ceux qui avaient un besoin immédiat d'argent. Alors, apparaît un phénomène nouveau dans l'histoire. Pour la première fois, des hommes échangent à large échelle non pas des biens ou des marchandises comme depuis l'Antiquité, mais des titres, en anticipant sur les richesses que l'entreprise pourra rapporter à ceux qui possèdent ces fameux papiers. La définition de la finance. Il faut revenir à l'idée même d'investissement. C'est quoi le but de l'investissement? Quel est le but d'investir? Le but d'investir, c'est très simple. C'est de permettre de consommer plus dans le futur que ce qu'on consomme dans le présent. Donc oui, un investissement doit pouvoir être rentable. Il doit y avoir un moyen de pouvoir le déterminer, si un investissement vaut le coup ou pas. Ça, c'est la finance. La participation dans la VOC devient donc une richesse en tant que telle, que l'on peut échanger ou revendre à d'autres. Mais où concrètement rencontrer ceux qui veulent acheter une action? Dans cette immense ville en pleine mutation qu'est Amsterdam. Le centre du monde dans la première moitié du XVIIe siècle, comme le montre la sidérante carte dessinée sur plusieurs mètres par Berkenrode en 1625. Les actions sont d'abord échangées de la main à la main dans l'artère principale de la ville, le Damrak. Ce qui, les jours de pluie, et cela arrive souvent aux Pays-Bas, n'est pas évident. C'est d'ailleurs pour parer à ces jours de pluie que les habitants de la ville avaient tant besoin de feutres imperméables de castor. Alors, en 1611, le conseil municipal décide de construire un bâtiment spécifique pour échanger les titres de la VOC. Voici comment fut créée la première bourse du monde.
Il est décidé que la séance s'ouvre tous les jours au son d'une cloche à 12 h et est clôturée à 14 h. Un endroit d'une telle importance que les grands peintres aussi fameux à l'époque que Job Bercayde ou Emmanuel de Witt se sentirent l'obligation de représenter ce monde complètement nouveau. Leur composition, bien polissée, ne témoigne pourtant en rien de la réalité dans laquelle s'exerçait cette nouvelle activité économique. Une peinture n'est jamais une photographie de l'époque. Car à peine quelques années après sa fondation, la spéculation la plus féroce gagna les habitants d'Amsterdam sur les titres de la VOC. Des titres qui pouvaient tripler à la hausse ou à la baisse en quelques semaines. La bourse d'Amsterdam avait ainsi la réputation d'un capharnaüm incessant manquant de dignité. Le rituel relativement cérémonieux par lequel un vendeur confirmait le prix dégénérait souvent en une démonstration maniaque de claquements de mains désordonnés et précipités qui pouvaient parfois finir en coups. They do this by purchasing shares of stock which represent ownership of corporations. A corporation primarily differs from other forms of doing business in that the owners are not personally liable for the corporation's debts. La spéculation s'empara de milliers de passionnés qui avaient hâte de dilapider le revenu disponible dans l'espoir irrationnel d'une richesse instantanée. Le système par capitalisation boursière est né. Dans le même temps, le commerce de fourrure de castor entre Amsterdam et la Nouvelle-Amsterdam commençait à prendre l'allure d'une véritable économie. Ce que nous avons ici est un document de chargement dans lequel un capitaine, dont le bateau vient d'Amsterdam, actuellement à quai à la Nouvelle-Amsterdam, dit qu'il va repartir avec un chargement de 3 paquets de fourrure à transporter vers Amsterdam à partir de la colonie des Nouveaux Pays-Bas. Et cela date du mois de mai 1653. Voici le signe distinctif du marchand à qui appartiennent les paquets de fourrure. Et on voit ici les numéros 1, 2 et 3 qui figuraient sur les paquets originaux de 1653 pour qu'on les distingue bien. Comme cela, on pouvait avec ce petit document identifier les différentes fourrures. En 1626, l'histoire bascule. Peter Minuit, le gouverneur néerlandais de la Nouvelle-Amsterdam, achète à un groupe d'Indiens l'île des Manates pour une somme de 60 florins. Soit à peine le prix d'un chapeau de feutre de castor à l'époque. Ce qui en fait ramener à la valeur de l'intégralité du parc immobilier de Manhattan aujourd'hui la plus lucrative opération immobilière de l'histoire. Ou de la plus grande escroquerie, selon les points de vue, puisque le concept d'achat de terrain n'avait pour les Indiens aucun sens, eux qui n'échangeaient qu'un droit de passage sur une terre qui, par essence, ne pouvait appartenir à personne. Le seul véritable document d'époque qui témoigne de cet achat est édifiant. Il s'agit d'une lettre datée du 5 novembre 1626, adressée par le marchand Peter Schagen à ses responsables à Amsterdam. Il y décrit l'arrivée d'un navire en provenance de la jeune colonie néerlandaise. Avant de poursuivre, nos gens ont acheté l'île des Manates aux Indiens pour une valeur de 60 florins pour 11 000 morgens, soit 9 000 hectares. Et c'est au bas de cette lettre que figure le lien qui unit l'achat de Manhattan au chapeau de l'officier. Dans la cargaison du bateau, 7246 peaux de castor.
Étrangement, de toute cette histoire, il ne reste presque aucune image. Seules, les cartes avaient en ce temps la fonction de représenter un monde qu'il fallait conquérir, plus que contempler. En 1991, a été retrouvé dans une collection autrichienne un dessin très beau, très fin, à l'encre et à la plume, qui représente une vue générale de la Nouvelle-Amsterdam. Un dessin qui n'apparaît pourtant dans aucun livre d'art et qui, à ce jour, est le seul qui existe de cette époque. L'auteur, à la sensibilité visiblement proche de celle de Vermeer, nous est resté inconnu. À quoi pouvait-il bien rêver, assis en face de la pointe de Manhattan en 1650 ? Aujourd'hui, à New York, les traces physiques de la présence néerlandaise et de la ville dessinée par l'inconnu ont toutes disparu. Quelques rues, tracées encore sur celle du premier plan de Fort Amsterdam, empruntent au quadrillage dessiné par les Néerlandais. Seul le mur qui bordait la ville est en fait aujourd'hui encore là, du moins symboliquement, à travers le nom que porte la rue du mur, Wall Street. Sur la carte, autour de ce qui est aujourd'hui New York, on voit des noms qui sont toujours en cours aujourd'hui. Outre le nom de Manhattan, on voit aussi Vlissingen, qui est aujourd'hui Flushing. Et on voit aujourd'hui, par exemple, là, Staten Island, que l'on appelle de nos jours Staten Island. Les colonies qui ont été fondées ont ici été fondées dans un but précis, celui de favoriser le commerce. Et les peaux de castor étaient le produit d'exportation le plus important. Donc oui, on peut dire que quelque part, les nouveaux Pays-Bas, la Nouvelle-Amsterdam et New York n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu de castor. En 1634, l'une des meilleures années de ce commerce de plus en plus lucratif, les Néerlandais enverront aux Pays-Bas près de 16 000 peaux de castor. Au point d'ailleurs où l'animal, comme son cousin européen, commençait à décliner. La frénésie d'un monde commercial sans limite date sans aucun doute de ce moment-là. Car de l'autre côté de l'Atlantique, les habitants d'Amsterdam découvraient les joies et la folie de la spéculation. Un phénomène qui, dès sa naissance, pouvait aussi être, les ressources du monde étant par nature limitées, cause de terribles désillusions. Cette année-là, soit donc à peine 20 ans après la première introduction en bourse, se produisit le premier krach de l'histoire. Non pas sur les actions de la VOC qui étaient tellement florissantes qu'elles pouvaient absorber toutes les spéculations, mais sur une autre matière, tout à fait improbable, dans laquelle les Néerlandais investissaient massivement, la tulipe. Avouons que même encore aujourd'hui, un mystère demeure dans l'engouement délirant qui s'empara des Néerlandais, à l'origine un simple produit de luxe d'importation venu de Turquie. Un produit que l'horticulture de l'époque permettait de reproduire avec des variations plus ou moins surprenantes à des saisons régulières. C'est dans cette temporalité et cette attente des éclosions futures, dans ces variations sur le temps qui sont la quintessence même de la finance, que se joua le grand drame qui marqua tous les esprits des Néerlandais du temps de Vermeer. En effet, puisqu'un bulbe éclot à l'été, pourquoi ne pas acheter celui-ci dès l'hiver et le revendre avant même son éclosion? Et cette personne qui aura acheté avant le terme même de l'éclosion du bulbe, pourquoi ne revendrait-elle pas, elle aussi, à son tour, à un autre qui voudrait l'acheter plus cher, le même bulbe? Voici, in fine, la complexité ultime du système basé sur l'investissement en capital. Des gens revendent à d'autres des produits qu'ils n'ont jamais eus entre les mains et dont ils ne connaissent ni l'origine ni la finalité.
This is one of my favorite hobbies, astronomy. And this is my backyard observatory. Do you have a hobby? Well, if you do, you know it costs a lot of money and you've got to save for it. And I can't think of a better way of saving than with United States savings bonds. Your money returns $4 for every 3 when the bonds mature. Janet and I have made it a regular family habit. In fact, we've started our young daughter, Kelly Lee, with a $100 bond. Remember, you get back $4 for every 3 when the bonds mature. So why don't you all go out and buy a big stack, huh? Au début de l'année 1637, à l'apogée de la spéculation, il y avait longtemps que l'on n'achetait plus un bulbe de tulipe, mais un morceau de papier négociable où figurait une date de livraison indicative semblable à une lettre de change. Une obligation de payer à cette date, d'où le terme d'obligation qui est resté aujourd'hui. Mais plus on s'approchait de la date de livraison de l'affaire, et plus aveuglante était la perspective de réaliser un profit à la faveur d'un prix qui augmentait de jour en jour et d'heure en heure. Les prix grimpèrent à de tels niveaux que les pouvoirs publics s'inquiétèrent de ce mouvement de spéculation. Et ce qui devait arriver arriva, sans que l'on sache très bien si ce fut en réaction aux rumeurs d'intervention officielle ou inversement. Le 4 février, les prix des bulbes chutèrent d'heure en heure et à la fin de la semaine, la rumeur courut que le stock devenait invendable. Quant aux ventes à découvert, c'est-à-dire ceux qui avaient emprunté pour acheter, elles perdirent toute valeur dès lors que s'amorça la baisse des cours. Mais avec cette crise du marché, le problème, c'est que les gens, en fait, ont des attentes beaucoup trop hautes par rapport aux profits qu'ils pourront en retirer. Pourquoi est-ce que le prix des tulipes est allé aussi haut, jusqu'à même des niveaux irraisonnables? Simplement parce que les gens pensent que le prix ne peut faire que monter. Mais à un moment, ça doit s'arrêter. À un moment, je suis vraiment désolé de le dire, il n'y aura plus assez d'idiots pour acheter à un tel prix. À un moment, les gens vont bien finir par réaliser que le prix ne reflète absolument pas la valeur fondamentale de l'objet échangé. La plus belle et la plus célèbre des images de l'époque qui nous fut laissée de cet épisode et de ses conséquences morales est sans aucun doute le Floraes Malewagen, le char des fous de Flora. La partie centrale abonde en allusion à la folie, à la calamité, à la vanité des modes, à l'engouement pour la tulipe. Le singe qui grimpe illustrait un proverbe qui dénonçait la folie et l'ambition. Celui qui grimpe haut doit s'attendre à montrer ses fesses nues. Flora porte en guise d'attribut les bulbes les plus recherchés. Les 2 femmes du chariot sont Oublie tout et Vain espoir. Tandis que dans les eaux maigres, on assiste au naufrage de l'entreprise, un équipage qui s'embourbe sous les yeux d'un paysan. Un véritable fiasco. Avec ce krach naît non seulement l'histoire du capitalisme, mais aussi notre histoire de la représentation de la folie du capitalisme. Une histoire des images dont nous sommes encore les héritiers. Oui, d'une certaine manière, la nature humaine ne change jamais. Et les gens, parfois, sont beaucoup trop optimistes sur le futur et sur les prix qui arrivent. Mais si vous voulez, le concept d'exubérance irrationnelle, comme l'appellent les banquiers centraux, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment tous les 10 ans. L'art de l'époque ne pouvait rester étranger à cette accumulation de richesses et au sens qu'il fallait lui donner. Les Néerlandais inventèrent alors cette forme artistique profondément bourgeoise que l'on a appelée plus tard la scène de genre. A periscope. What's the target? A fashion preview without the designer's knowledge. In the world of haute couture, all the rage are cloaks and daggers. Pirating new designs is big business. Dans la scène de genre, la composition des tableaux se réduit peu à peu, au point de donner parfois l'impression de pénétrer brusquement dans l'intimité des personnages que l'on observe.
Avec la scène de genre, le spectateur devient un voyeur qui se glisse dans une maison et contemple les hommes et surtout les femmes. Dans la scène de genre, autre étrange paradoxe du siècle d'or, personne ne semble jamais travailler. Les hommes badinent avec les femmes lorsqu'ils ne sont pas occupés à boire ou jouer aux cartes, ou parfois les trois en même temps. Cette représentation, incroyablement moderne de la réalité la plus prosaïque, trouvera son apogée dans cette scène de genre, l'œuvre d'un peintre aujourd'hui oublié appelé Hoogstraten. À force de décrire leur quotidien, voilà que les plus habiles des peintres finirent par ne trouver rien de plus intéressant à représenter que leurs pantoufles. Mais sommes-nous si sûrs que derrière cette apparente banalité ne se cache pas autre chose? Il y a dans ces toiles une clé qui nous dit que le plus important appartient toujours au hors-champ. Ici, l'allusion était extrêmement claire pour un Néerlandais de l'époque de Vermeer. Un homme consumé de désir a laissé ses pantoufles avant de monter à l'étage avec la femme de ménage afin de s'adonner à un acte d'amour débridé, une activité peu morale et consommatrice d'un temps qui passe trop vite. Les peintres du temps de Vermeer adoraient ainsi truffer de références mystérieuses leurs compositions. Dans cette époque fantasque où tout semblait possible, la plupart de ces allusions jouaient en réalité avec le sens qu'il fallait donner au commerce entre les hommes et les femmes. Et si le spectateur ne comprenait pas l'allusion, certains peintres n'hésitèrent pas à se montrer bien plus explicites sur la symbolique. Car celle-ci, pour la première fois dans l'histoire de l'art, ne relevait pas toujours des codes partagés par tous. Les peintres jouaient ainsi sur des mots, des calembours, des rébus visuels liés à la langue de l'époque ou des références à l'actualité que parfois même ceux qui achetaient les toiles ne comprenaient pas. Par exemple, le luth, qui se disait luit en flamand, était aussi le mot employé en argot pour désigner le vagin. Brusquement, le petit instrument baroque devint un code tacite pour représenter l'amour vénal. C'est pourquoi, dans la peinture du siècle d'or, une femme jouant du luth est toujours sur le point de se dévêtir. Et si cet immense chapeau était en réalité une métaphore du ridicule de l'accumulation des richesses dont Vermeer se moquait? Et si la jeune femme du tableau de Vermeer, au mystérieux et délicat sourire, était là pour nous montrer cette folie et se moquer de cette vanité? Et si cette jeune femme se riait de l'officier? À quoi bon porter un si grand chapeau? Mais peut-être aussi pour témoigner de ce qui fut l'une des plus grandes contradictions de l'histoire des sociétés. Les Néerlandais, ce peuple à l'éthique protestante faite de mesures et de dépouillement, de discrétion, de retenue, devenaient les plus riches du monde. Il arrive parfois que la richesse embarrasse la morale. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now at cruising altitude, 35,000 feet. Our flying speed is 575 miles per hour. In addition, we're benefiting from a substantial tailwind, by courtesy of the jet stream. Hence, our ground speed is now... En ce début du XVIIe siècle, les Néerlandais n'étaient pas les seuls à vouloir s'accaparer les ressources de l'Amérique du Nord. Après avoir à leur tour abusé des castors dont la population commençait à disparaître, les Néerlandais virent d'autres Européens se lancer dans le commerce de fourrure. Le castor devenait peu à peu une affaire géopolitique. Au sud, la Nouvelle-Amsterdam et les Néerlandais. Au milieu, les Anglais.
Et plus au nord, les plus redoutables commerçants de fourrure de l'époque, les Français, emmenés par un fantasque cartographe appelé Samuel de Champlain, qui s'établira à Québec. Toute cette histoire de commerce de fourrure dégénéra en un épisode tragique appelé la guerre des castors. Un drame oublié de l'histoire qui permit pourtant concrètement de poser le chapeau de feutre sur la tête de l'officier. Samuel de Champlain, durant les 20 ans qu'il passa au Québec à partir de 1603, a laissé un carnet de récits de voyage extrêmement détaillé de ses aventures. Il s'agit de l'un des seuls documents d'époque qui raconte la guerre des castors. Sur place, il découvre avec une joie immense la beauté, la vigueur et la force des castors nord-américains. Car compte tenu du froid, leurs poils sont plus épais, plus brillants, plus imperméables que leurs ex-homologues européens. Un produit parfait. Les Français, pour tirer un plus grand profit de ce commerce, vont apprendre à chasser eux-mêmes le castor. Ils vont devenir ce que l'on a appelé à l'époque des coureurs des bois. Ah, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Yeah! Une belle prise, mon homme. Yeah! Oh yeah! Un beau castor, mon chum? Ouais, monsieur! Yes, sir, bien content. Hop, allez! Un beau castor. Viens, Jean. Oui. Non, mais c'est des belles mitaines. Bon, on va aller. Beau. Le sortir du piège. Tiens. Un beau spécimen. Lui, il passe par ici, parce que tu peux le mettre soit comme ça, mais la majorité du temps, il faut que tu mettes comme les fourchettes quand il rentre. Comme ça, il y a une bonne frappe à la nuque. Comme ça, il n'y a pas de pardon. C'est des pièges humanitaires qu'on appelle, là. Ça, c'est mort instantanée. Tiens. Là, le piège est prêt à accueillir un castor. S'il y en a un autre. Dans ces années-là, probablement que le chapeau, ça montrait que tu es un gentleman, si tu veux, là. Ça montre que tu es quelqu'un, là. Tu sais, t'es un homme avec des sous, que tu sais, le castor, dans ce temps-là, ça valait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut pas beaucoup de sous. Mais dans ce temps-là, c'est ça qui me revient le tableau, là, avec la dame qui est avec lui, là, sa femme ou la servante, là, je sais pas trop, c'est le tableau. Que lui, c'est le monsieur, là, monsieur de la situation, si tu veux, là. Ça porte le chapeau de castor, ça relève son monsieur, mettons. Mais pour Champlain et les Français, le commerce de fourrure de castor qu'ils revendaient une fortune en Europe et à Amsterdam n'avait jamais été la finalité première. Cette ressource inattendue permettait simplement à Champlain de financer son rêve, aller en Chine. Arrive à la maison. Deux amis. Yeah! Le nom d'un quartier au sud de Montréal, appelé la Chine, est aujourd'hui la seule trace qu'il nous reste de cette obsession qui a façonné en partie notre monde. C'est par si rapide que Champlain pensait un moment accéder au passage mystérieux.
peux mettre ça là? Oui, je vais mettre ça ici. Ben, je t'apporte une fourrure. C'est celui que tu voulais prendre pour faire des mitaines? Ouais, en plein ça. OK. Puis je t'ai emmené un paquet de queue. Pour faire tes portefeuilles. T'as des porte-clés aussi? Des étuis à couteau à faire, puis des nice. Des mini-queues. Oui, c'est bon. Oui, ben on essaie de récupérer le plus qu'on peut. Ouais. Et en attendant de trouver le passage, les Français prirent de plus en plus goût à ce commerce lucratif de fourrure, où tout était à faire. Qu'est-ce que j'apprécie du castor, c'est la qualité de la fourrure qui est hydrofuge, qui est résistante à l'usure. On voit des vieux manteaux de nos grands-mères qui ont pratiquement 100 ans. Ils sont encore, quand ils ont été bien entretenus, puis bien entreposés, mais tu peux pas dire qu'on s'entend. La fourrure ne s'use pas comme le synthétique. C'est vraiment une des belles fourrures qui reste belle quand elle est bien entretenue. La fourrure vous passionne? Nous aussi. J'aime la fourrure. J'aime créer pour les gens. C'est chaud, c'est confortable et ça me donne tout un look. La passion inspire le savoir-faire. Et si le sens caché du chapeau était une référence directe à ce qui était en train de se passer en Amérique du Nord? Vermeer a tout fait pour qu'il soit impossible pour l'œil d'échapper à ce produit nouveau. L'analyse au rayon X a ainsi révélé l'étonnant stratagème qu'a utilisé Vermeer pour rendre cet effet. Au milieu, un minuscule trou d'épingle. Ce dernier servait à y fixer de petites cordes enduites de couleur qui permettaient de tracer les lignes de fuite de la toile. Et toutes convergent en réalité vers un seul et unique objet, le chapeau de feutre de Castor. Car à l'époque, la plupart des contemporains du peintre savaient. En Amérique du Nord, ce qui n'était au début qu'un commerce florissant prit en quelques années l'allure d'une prédation organisée qui finit en massacre. En effet, les Européens n'arrivaient pas sur une terre vierge. Samuel de Champlain doit ainsi faire face à une société extrêmement organisée et complexe qu'il appelle les Hurons, avec laquelle il décide de faire alliance pour augmenter son commerce de fourrure. Il est le seul à avoir gardé des images de cette rencontre avec ce que l'on appelle aujourd'hui les Premières Nations. Y en a-t-il qui sont capables de me dire, justement, c'est quoi les deux grandes familles des Premières Nations qui existent au Québec? Les Iroquoiens, ça en est un bon. Algonquiens, exactement, et Iroquoiens. C'est comme ça qu'on portait les cheveux, nous, lorsque les Européens sont arrivés ici. Et lorsque les Français nous ont vus comme ça, ils trouvaient que le dessus de notre tête ressemblait au dessus de la tête du sanglier en Europe. Alors, le dessus de la tête, eux, ils appelaient ça une hure. Alors, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés les Hurons. Alors, c'est pour ça que moi, si on m'appelle un Huron, ça veut dire qu'on me traite de cochon. Parce qu'on trouve que je ressemble à un sanglier. Alors, c'est comme un traité de cochon de m'appeler un Huron. Il y a des gens qui ça ne les dérange pas du village, mais les personnes comme moi qui font encore des cérémonies, bien, pour nous, c'est important. Alors, notre vrai nom à nous, c'est les Wendat.
Et le vrai nom du village, on ne dit pas village Huron, on dit Wendake. Alors, c'est quoi notre nom? Wendake. Et le nom du village? Wendake. Exact, bon. Est-ce qu'il fait chaud? Bien, si je la prendrais pour la chaleur, je l'aurais inversé. Parce que ça soit plus chaud, la fourrure, pour qu'elle soit sur le corps. On pouvait rentrer, les amis, dans le tipi. Les fameux chapeaux de feutre qui étaient faits par les Européens. D'ailleurs, il y a toute une histoire avec le fameux poil de castor, hein? Parce que lorsque les Européens prenaient nos fourrures à la base, nous, lorsqu'on avait terminé l'hiver, parce que c'est des fourrures qu'on portait, et à la fin de l'hiver, on faisait de la récupération. Alors, on cousait nos fourrures ensemble, on faisait une poche, et on emmenait les fourrures neuves au poste de traite. Et on ne comprenait pas les premiers contacts, parce que lorsqu'on ouvrait nos fameuses grosses poches, les Européens étaient plus intéressés par la poche que la fourrure neuve. C'est comme si ils préféraient nos haillons, parce qu'on les avait portés pendant tout l'hiver. Alors, lorsqu'on arrivait et que nos fourrures avaient déjà perdu ce long poil, ils étaient prêts à nous donner le double. Alors, on l'a compris assez rapidement. Et là, il s'est créé une mode. Et tout le monde, à partir de ce moment-là, portait la peau de castor pour pouvoir la troquer plus cher auprès des Européens par la suite. Au début des années 1600, la population des Wendat est évaluée à environ 30 000 personnes. Les recherches archéologiques ont montré que leur économie reposait principalement sur la redistribution des acquis à l'intérieur du clan plutôt que sur la production de biens ou de produits. Mais dans le grand jeu qui se mettait en place pour obtenir des fourrures, il y avait un problème. Les Wendat étaient en conflit depuis toujours avec une autre puissante nation locale, les Iroquois. Et en 1609, les Wendat vont demander à Samuel de Champlain de les aider à combattre leurs ennemis héréditaires. Pour la première fois de l'histoire en Amérique du Nord, des Européens prennent part au conflit séculaire qui oppose les Premières Nations. Le 30 juillet au matin, autour du lac auquel Champlain donnera plus tard son nom, va s'engager une bataille fatidique. Champlain lui-même a réalisé une gravure de ce moment dans laquelle il se place au milieu. Voici le récit qu'il fait de cette bataille. Je me mis à la tête, marchant quelques 20 pas devant eux, jusqu'à ce que je fus à 30 pas des ennemis, où aussitôt ils m'aperçurent et firent halte en me contemplant, et moi eux. Je couchai alors mon arquebuse et visai droit à un des trois chefs, et de ce coup, il en tomba 2 par terre, et un de leurs compagnons qui fut blessé, qui quelque temps après en mourut. L'un de mes compagnons tira un coup de dedans le bois qui les étonna d'Eurochef de telle façon, voyant leur chef mort, qu'ils perdirent courage et se mirent en fuite. De ce matin-là, très exactement, commence la diffusion massive des armes à feu sur tout le continent nord-américain. Un phénomène qui remonte donc à cette matinée du 30 juillet 1609 où les Français décidèrent de combattre les Iroquois. Here, buddy, it's all yours. Wow, look at that. Hey, what about me? Try this one, partner. Looks like real. Sounds like real. They sure do. The Sound of Power military rifle and Western rifle by Marks. C'est que dans le temps, eux, plus qu'ils prenaient de peau, plus que c'était payant. Tu sais, ils recevaient, je sais pas si c'est quand on comptait des Amérindiens, ils recevaient des armes à feu, plus qu'il y avait de fourrure. C'est la mentalité de l'humain quand même, là. Tu sais, comme nous aujourd'hui, nous autres, c'est la gestion qu'on fait de notre territoire. Comme je pogne, mettons que je prends une vingtaine de castors par année, bien, l'année prochaine, je sais qu'ils vont en avoir, j'en pogne tout le temps, le même montant de castors tous les ans. Nous, on fait une gestion en tant que trappeurs de notre environnement, que ce soit des castors, que ce soit le loup, coyote. Mais dans ce temps-là, c'est que eux, c'était leur argent, dans le fond. Fait qu'eux, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Puis on dirait qu'eux, dans le temps, peut-être que la mentalité, c'est que il y en a tout le temps. Tu sais, ils prenaient du castor, on avait, mais à un moment donné, ça s'épuise. Hein?
Avec la diminution des castors et l'augmentation des armes à feu, les conflits entre Wendat et Iroquois s'intensifièrent. Les Néerlandais décidèrent de s'immiscer à leur tour dans ce conflit et de s'allier aux Iroquois. En quelques années, la situation était devenue si complexe que plus personne ne savait vraiment qui se battait avec qui. En 1648, les Néerlandais vendent 400 armes à feu aux Iroquois. À cause de ces armes, des milliers de Wendat sont exterminés. En 1650, ils ne sont plus que 300, sur les 30 000 à peine, 50 ans plus tôt. La disparition entière et systématique d'une culture au nom du commerce de fourrure. Vermeer a peint l'officier et la jeune fille riant moins de 10 ans après le massacre des Wendat. S'il ne devait probablement jamais avoir entendu le nom des Wendat, il savait tous les sacrifices et les crimes que pouvaient commettre ses contemporains pour se procurer de la fourrure de castor. Vermeer, peut-être plus que tous les autres peintres de son temps, nous parle du rapport invisible entre les choses. Et Vermeer a traduit cette idée en peinture à l'aide du plus simple et plus complexe des matériaux à sa disposition, la lumière. Le chapeau de feutre de castor, ainsi éclairé par la lumière du jour, apparaît paradoxalement comme la partie la plus sombre de la composition, alors que les règles de la peinture imposent normalement l'inverse. Ce qui est proche doit être plus clair. Vermeer n'avait en réalité pas inventé ce motif. Il s'était inspiré directement d'un courant artistique très étrange, appelé à l'époque le caravagisme d'Utrecht. Un tout petit groupe de peintres néerlandais qui, après avoir vu des tableaux du Caravage à Rome, se mirent à essayer, avec un succès tout relatif, avouons-le, d'imiter le génie romain dans cette petite ville des Pays-Bas. Même soldat placé dans l'ombre au premier plan, même chapeau flamboyant et ridicule, même uniforme rouge, même sourire du personnage féminin à la vue de l'objet désiré. Mais Vermeer a été dans son travail sur la lumière encore plus loin que tous ses contemporains. En opposant en permanence des surfaces claires et des surfaces sombres, il est le seul à parvenir à structurer l'espace. La jeune femme vêtue de blanc lumineux et de jaune se trouve devant le mur blanc un peu plus foncé. Pour rendre l'effet plus intense, Vermeer a modifié le tableau en cours de réalisation, faisant disparaître en partie l'écharpe blanche que portait la jeune femme. À l'aide d'éclairs lumineux minuscules et de points brillants, comme ceux sur les têtes de lions sculptés de la chaise ou dans les reflets de verre de vin, il finit par rendre littéralement son tableau vivant. Dans le monde de Vermeer, ce qui importe nous est toujours au premier regard invisible. Ben, c'est sûr que le castor, on va sentir souvent qu'il y a eu un peu un abus. Parce que le castor ne nous fait pas penser qu'au castor, il nous fait penser à toute la forêt. Il est relié à l'arbre, il est relié... Alors,
ça ramène aussi tous les arbres qui ont été coupés. On a des arbres qui ont été exterminés. Le vrai boulot qu'on avait pour faire notre canot de boulot, il est exterminé. C'est un boulot qui n'existe plus. Ça nous rappelle aussi toutes les autres choses qui ont été prises avec abus. Aujourd'hui, 3000 Wendat vivent autour de la ville de Québec avec le souvenir de ce massacre. Si le gouvernement les autorise à habiter dans la réserve fédérale de Wendake, ils n'ont en revanche pas le droit d'y devenir propriétaires. Ils sont les chaînons invisibles, les oubliés de l'histoire d'un commerce déjà entièrement mondialisé qui a permis à l'époque de ramener le feutre de castor nécessaire à la fabrication du chapeau de l'officier. Que voulait vraiment nous dire Vermeer en peignant l'officier et la jeune fille riant? Nous ne le saurons jamais. Mais tout porte à croire qu'en plaçant cet immense chapeau au centre des regards, le peintre voulait obliger ses contemporains à s'interroger sur la nature des objets qu'il portait. Eux qui savaient toutes les conquêtes et tous les sacrifices qu'il avait fallu faire pour le fabriquer. Dans le monde de Vermeer, les chapeaux de feutre de castor sont bien plus que de simples objets de décoration. Ils racontent un temps dont les images nous influencent encore, même si la plupart nous sont inconnues. Ainsi, en 1643, les Néerlandais reçoivent, via leur colonie du Brésil, un envoyé du Sono, un royaume du Congo, un certain Don Miguel de Castro. Ce dernier, en conflit avec le roi Garcia II, vient plaider sa cause aux Pays-Bas. En cadeau, il reçoit une épée et le plus prisé des objets, un chapeau de feutre de castor du Canada. Voici le monde dans lequel vivait Vermeer en 1657. Un envoyé du Congo, transitant par le Brésil et séjournant aux Pays-Bas, se voyait offrir un chapeau de feutre de castor provenant d'Amérique du Nord. Bientôt, d'autres étranges objets dans d'autres tableaux témoigneront d'autres révolutions planétaires. La mondialisation que nous connaissons ne date pas d'il y a 20 ou 30 ans, mais prend ses racines au milieu du XVIIe siècle, sous la férule des marchands d'un petit pays de l'Europe du Nord. Moi, ce que je pense, c'est que cet homme voit cette femme et lui raconte un scénario très optimiste sur le futur. On va faire ci, on va faire ça, on va devenir riche. Elle a l'air très heureuse et très confiante. Et si vous regardez sur la carte, les opportunités sont à l'étranger. Il y a le monde, la fenêtre est ouverte, prends ta chance, et c'est ce que je pense. Mais c'est peut-être une interprétation de la peinture un peu trop conventionnelle, conservatrice et machiste. Et elle vaut combien, la peinture ? Par un hasard extraordinaire de l'histoire, l'officier et la jeune fille riant de Johannes Vermeer est aujourd'hui exposé dans un musée de Manhattan, à New York. Soit à l'endroit même où 400 ans plus tôt furent tués les castors, qui permirent de fabriquer le feutre, qui permit de fabriquer le chapeau trop grand que porte sur sa tête l'officier.
un monde dans un tableau de 50 cm de haut et de 46 cm de large.